Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. L'heure de la rentrée politique a sonné. À l'UMP, les primaires focalisent bien sûr toute l'attention, mais certains pensent déjà aux futures élections municipales. Agnès Lebrun, députée européen, maire de Morlaix et chef de file de l'UMP dans le Finistère, nous en dit plus dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce mercredi 19 septembre 2012 dans le Finistère. Les bébés chinois auront bientôt du lait breton dans leur biberon. À Carhaix, Sinutra, entreprise chinoise, et Sodial, coopérative laitière française, viennent de conclure un partenariat. D'ici 2015, une usine de séchage de lait doit être construite à Carhaix avec une centaine d'emplois à la clé. Le point avec Erwan Lousseau. 100 millions d'euros d'investissement à Carhaix, c'est officiel, le groupe asiatique Sinutra a choisi la capitale du Poher pour construire une nouvelle usine de lait infantile en partenariat avec la coopérative laitière Sodial. Un choix avant tout stratégique. Vous savez qu'en 2015, les quotas vont avoir disparu, les quotas laitiers, et on peut s'attendre très naturellement à une augmentation de la production laitière. Et qui dit augmentation de la production laitière dit en imaginer l'utilisation des ressources. À une demi-heure de route de Carhaix, c'est 300 millions de litres de lait qui sont produits tous les ans. Donc vous voyez comme la capacité du bassin laitier. On est au plein cœur du bassin laitier. Donc c'est vrai qu'il est plus logique d'installer des usines au cœur des bassins laitiers que de faire voyager le lait. Un endroit stratégique, je pense à la zone de Cargorvaux, c'est un terrain qui se prête vraiment à proximité de la 2 fois 2 voies à accueillir ce type d'entreprise. Ce sera aussi une vitrine pour nous, pour l'agroalimentaire de demain. Si un tel investissement est une aubaine pour la ville et ses environs, il fait également entrevoir une éclaircie aux 83 salariés locaux d'Entremont qui ont subi, rappelons-le, 2 plans sociaux de suite. On a perdu environ 150 emplois, donc aujourd'hui on n'est pas dans l'espérance de récupérer ces 150 emplois malheureusement. On est déjà dans l'espérance de transférer nos emplois, nos 83 emplois actuels du site, de l'ancien site qui se trouve à Saint-Antoine, sur le nouveau site. C'est vraiment déjà notre préoccupation première. La pérennité du site Entremont étant loin d'être assurée. À partir de là, il y a une deuxième étape, c'est dans quelles conditions va s'effectuer ce transfert et surtout dans quelles conditions sociales, quoi. Les 2 tours de séchage du lait devraient être opérationnels début 2015 et a priori, d'ici là, l'emploi devrait être maintenu dans l'usine carhésienne. La semaine de la mobilité, c'est jusqu'à samedi et pour l'occasion, la région Bretagne et la SNCF ont lancé ce mercredi un billet TER à 5 €. Petit coup de pouce très apprécié des utilisateurs. Exemple sur la ligne entre Brest et Quimper avec Julie Sicot. Brest-Quimper en TER, c'est un peu plus d'1 heure de trajet. Cette semaine, le voyage ne coûte que 5 €, alors certains en profitent pour faire le déplacement. Mon amie qui n'est pas d'ici, qui n'a pas la carte senior, elle aurait payé 20 € le train aller-retour. Et maintenant, nous ne payons que 5 € aller et retour. On a réservé sur Internet et donc pour moi et mes 2 enfants, on a payé 15 € l'aller-retour sur Quimper. C'est vrai que ça vaut le coup pour une belle journée. Mais pour d'autres, le TER est une habitude. Pour Clélie et Camille, le trajet quotidien, c'est Pont-de-Buis-Quimper. Pas de voiture pour l'instant, mais le calcul est vite fait. Moi, je paye par mois 74 €. 74 €, sachant que ça a augmenté. Il y a 2 ans, quand on prenait le train par mois, c'était 69 €. Ça reste moins cher que la voiture de toute façon. Quand on finit plus tôt, on doit attendre le prochain train. Du coup, ça me fait attendre le soir parce que je finis à 4 h. Il n'y a pas de train avant 6 h moins le quart. Donc du coup, ça me fait attendre 2 heures. Une attente parfois comblée par le bus. 4 cars par jour relient les 2 villes et complètent le réseau ferroviaire. Certains usagers, comme ce facteur, combinent les 2 moyens de transport. Pour le trajet du retour, quand je finis ma tournée au plus tôt, je peux prendre le quart de 1h-5, qui m'avantage, qui me fait gagner énormément de temps par rapport au train, qui me fait gagner 2 heures de temps en fait. Un duo train et bus indispensable pour les usagers. Plus de 500 personnes tous les jours font ce trajet. Entre 2010 et 2011, le nombre d'usagers du train a augmenté de plus de 5 % dans la région. Et l'opération TER à 5 € se poursuit donc jusqu'à samedi.
Après la rentrée scolaire, c'est l'heure de la rentrée politique à l'UMP. Les militants vont devoir élire leur président. Ce sera le 18 novembre prochain. De leur côté, les responsables finistériens préparent aussi les futures élections. Agnès Lebrun, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc député européen, maire de Morlaix et aussi chef de file de l'UMP dans le département. Alors, si on aborde ces primaires, les militants doivent choisir donc entre Jean-François Copé et François Fillon. Vous êtes positionné, vous avez choisi Jean-François Copé. Pourquoi ? J'ai choisi Jean-François Copé pour une raison que j'ai exprimée, c'est-à-dire que nous avons besoin d'un chef de parti. Et il ne faut pas se tromper d'élection. François Fillon ne peut pas incarner non, ce que je veux dire, c'est que pour être chef de parti... Non, pour répondre très, très clairement à votre question de fond, qui est quelle est la différence finalement idéologique entre Fillon et Copé, je crois qu'il y en a très peu. En réalité, c'est dans une même famille et le lendemain de l'élection, nous serons tous derrière celui qui aura été élu. En revanche, pour être chef de parti, il faut des qualités particulières. Il faut avoir le sens du contact, il faut aimer le travail en équipe, il faut avoir envie du renouvellement, à la fois du renouvellement dans les méthodes, mais aussi du renouvellement dans les générations. Et pour connaître Jean-François Copé, tout en admirant beaucoup François Fillon, mais pour connaître Jean-François Copé, je sais qu'il a ses qualités. Jean-François Copé est plus charismatique que François Fillon ? Ce n'est pas une question de charisme, parce que je crois que Fillon a justement du charisme, notamment quand il tient des discours. Simplement, organisationnellement, méthodologiquement, je pense que Copé est meilleur. Voilà. Est-ce qu'il faudra du charisme aussi pour les prochaines élections dans le Finistère ? Bien sûr, il en faudra. Quelle est votre stratégie et la stratégie de l'UMP pour les prochains scrutins, et notamment les municipales de 2014 ? Alors, je crois qu'il y a deux axes qui sont importants à développer, c'est la formation et l'animation. La formation et l'animation concernent tous les hommes et toutes les femmes, toutes les bonnes volontés, tous les jeunes en particulier, qui seront les maires de demain, qui seront les adjoints de demain, qui seront les conseillers municipaux de demain. Et pour cela, il faut leur donner envie de venir dans notre fédération, il faut leur donner envie de venir dans nos circonscriptions, et il faut parler avec eux, échanger avec eux, c'est-à-dire s'ouvrir, être capable de se remettre en cause, et puis tout simplement leur dire que nous partageons des valeurs, que ces valeurs peuvent les mener à un travail de militants. Et c'est dans ce vivier des militants que nous trouverons les élus de demain. Alors le contexte est quand même assez difficile pour vous, hein, après la vague rose. Vous avez même utilisé l'expression. Vous pensez que vous allez pouvoir recruter de nouveaux militants, de nouveaux cadres aussi pour pouvoir... Oui, paradoxalement, il y a eu une espèce d'électrochoc après la présidentielle et après les législatives. C'est-à-dire que les gens qui partagent nos valeurs, mais qui ne s'étaient pas exprimés, parce qu'il y a une forme de pudeur dans le Finistère, qui est un peu spécifique du Finistère, je crois. On ne s'engage pas, en fait. Hein, on s'engage, voilà, ouais. On ne s'engage pas publiquement. On sympathise, mais on ne s'engage pas. Voilà, on sympathise, mais on n'adhère pas. C'est compliqué quand même de mener un combat politique. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle les Amis d'Agnès Lebrun, comme beaucoup d'autres parlementaires. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui y adhèrent. Et simplement, après la présidentielle et après les législatives, il y a les bonnes volontés qui se sont dit il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et ça a permis de nouer des contacts, ça a permis de se faire connaître, de partager ensemble et puis d'échanger. Et je crois que ça, c'est très positif. Sur Morlaix, vous avez annoncé votre candidature pour 2014. Votre dernier score aux législatives est très très bas, hein, 32%. Oui. C'était un peu une claque. Mais vous repartez au combat. Qu'est-ce qui vous motive et quelle chance vous pensez avoir ? Si vous comparez les deux, je pense que c'est une erreur de méthode. C'est-à-dire que là, la législative, c'est un scrutin très particulier, et les municipales, c'est un autre scrutin. Donc les résultats peuvent être opposés ? Ah oui, vous regardez dans l'histoire des résultats, on voit bien qu'on peut avoir un excellent résultat aux législatives et ne pas en avoir aux municipales, et inversement. Je crois qu'il y avait un triple effet, je l'ai dit, pour les législatives, à la fois de vague rose, d'antisarkozysme, et je me présentais contre un ministre. Et sur tout le territoire national, ce n'est pas Morlaix qui a fait ce score, c'est tout le territoire national qui a fait un score de cette nature, des gens qui étaient ministres, qui étaient très anciens dans la fonction d'élu, ont été balayés. Voilà. Les municipales de 2014, c'est un projet, c'est un bilan. J'ai un bilan, j'ai un projet, les urnes parleront,
Mais dans tous les cas de figure, je ne me sens pas impopulaire dans ma ville si c'est la question. Pas du tout même. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon. 2014, c'est encore loin. Vous soutenez la Brittany Ferries et aussi Doubs, qui est en difficulté. Oui. Juste Doubs, vous faites partie d'une commission agricole au sein du Parlement européen. Est-ce qu'on a laissé tomber la filière avicole en France ? Laisser tomber, c'est certainement un peu brutal et puis je serai un jugement radical. En revanche, ce que je dis, c'est que je crois que c'est une erreur de jugement que de considérer que l'affaire Doubs est la conséquence d'une gestion archaïque, j'ai entendu toutes sortes de termes. On peut toujours discuter les gestions, mais en revanche, si on ne traite les choses que sous cet angle-là, on commet une grosse erreur, c'est qu'on ne réfléchit pas de façon globale à la filière avicole. Je pense que la filière avicole mérite, exige qu'on y pense globalement et qu'on fasse des propositions globales. Et c'est en ce sens que j'ai interpellé le ministre d'ailleurs. Agnès Lebrun, merci beaucoup d'être venue. On vous reverra de toute façon très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.